Bonjour à tous et bienvenue sur le Neuropsychovlog. Avant toute chose, je vous souhaite une excellente année 2017. Oui, je sais pas encore quand va sortir cette vidéo, mais au moment où je la tourne, on est encore en janvier, donc je peux toujours vous souhaiter une excellente année. Et pour commencer cette année, j'ai choisi comme premier sujet de parler d'un des troubles les plus extraordinaires qu'on peut observer en neuropsychologie. Attends, c'est un des troubles les plus fréquents, c'est un des troubles les plus ordinaires en neuropsychologie. Comment ça ordinaire? C'est un des troubles dont les mécanismes sont tellement complexes et incompris que c'est sans doute un des plus difficiles à se représenter. Arrête, c'est un trouble qui est tellement basique, qui concerne des fonctions tellement élémentaires qu'on se rend même pas compte qu'elles sont là. Ah ouais? Eh ben ça c'est ce qu'on va voir. Aujourd'hui, on va parler de l'héminégligence. Alors, l'héminégligence, qu'on appelle aussi négligence spatiale unilatérale, les deux termes sont équivalents, est un trouble extrêmement fréquent dans les atteintes cérébrales aiguës ou subaiguës, et en particulier dans les accidents vasculaires cérébraux ou les tumeurs cérébrales. La définition actuelle de l'héminégligence a été proposée en 1979 par l'équipe d'Heyman et Wallenstein. Elle est extrêmement simple. Il s'agit de l'impossibilité de décrire verbalement, de répondre ou de s'orienter vers les stimulations contralatérales à une lésion cérébrale, sans que cette incapacité soit imputable à des troubles sensoriels ou moteurs. Donc, quand on a une lésion du côté gauche du cerveau, on ne répond pas, on ne réagit pas aux stimulations qui viennent du côté droit, et quand on a une lésion du côté droit du cerveau, on ne réagit pas, on ne répond pas aux stimulations qui viennent de la gauche. Un point qui est très important de clarifier immédiatement, c'est que les patients ne sont pas aveugles du côté qu'ils négligent. Ce trouble, cette cécité latérale, ça existe, ça s'appelle une hémianopsie, mais ça ne concerne pas les patients héminégligents. Et voilà, comme tu l'as dit, l'héminégligence a une définition extrêmement simple, tu l'as bien différencié de l'hémianopsie. Donc fin de la vidéo. Attends, j'introduis la première complication. L'héminégligence, on l'observe surtout à gauche. De quoi? En fait, dans la très large majorité des cas, l'héminégligence va concerner l'hémiespace gauche et va faire suite à une lésion hémisphérique droite. Deuxième petite précision, les héminégligences droites, ça existe. On les cherche, on les trouve. Seulement c'est vrai qu'elles sont nettement moins fréquentes, nettement moins durables et nettement moins importantes que les héminégligences de l'espace gauche. Ok, et t'expliques ça comment? Un premier modèle d'explication de ce phénomène a justement été proposé en 1979 par l'équipe d'Heyman et Wallenstein, et elle consistait en considérant l'héminégligence comme un trouble d'orientation de l'attention. Dans le modèle d'Heyman, l'hémisphère gauche oriente l'attention vers l'hémichamp droit, et l'hémisphère droit oriente l'attention vers l'hémichamp gauche et l'hémichamp droit. En cas de lésion cérébrale gauche, l'hémisphère gauche n'est plus capable d'orienter l'attention vers l'hémichamp droit, mais l'hémisphère droit le peut, et donc il est capable de compenser la lésion de l'hémisphère gauche sur l'orientation de l'attention. Par contre, en cas de lésion de l'hémisphère droit n'est plus capable d'orienter l'attention ni vers l'hémichamp droit, ni vers l'hémichamp gauche. Or, l'hémisphère gauche ne sait pas orienter l'attention vers l'hémichamp gauche. Donc, il n'est plus possible d'orienter son attention vers la gauche, alors qu'il est toujours possible d'orienter son attention vers la droite. Et c'est pour ça que les patients vont présenter des héminégligences gauche suite à des lésions cérébrales droites, et significativement moins d'héminégligences droites suite à une lésion de l'hémisphère gauche. Ok, d'accord, donc c'est un peu plus compliqué que ce que je pensais, mais comme modèle, c'est pas très compliqué à comprendre, donc ça va, l'héminégligence, c'est pas non plus très compliqué, juste un peu bizarre. Attends, le modèle d'Heyman, c'est un des modèles d'explication de l'héminégligence, il en existe beaucoup d'autres. Par exemple, en 1970 avait été présenté un autre modèle de l'héminégligence, le modèle de Kinsbourn. Le modèle de Kinsbourn est un peu plus subtil. En fait, ce modèle repose sur le principe, sur l'idée que les différentes structures cérébrales sont en compétition permanente pour les ressources attentionnelles. Et pour pouvoir s'accaparer un maximum de ressources,
Ils vont s'inhiber mutuellement, un petit peu comme deux équipes qui tirent à la corde. Alors il faut savoir que cette idée d'inhibition réciproque entre les structures cérébrales, comme quoi elles auraient plutôt tendance à être en compétition pour les ressources attentionnelles, c'est pas une notion très récente et c'est plutôt une notion qui est assez bien documentée, qui est assez solide en neurosciences. Parallèlement, chaque hémisphère est capable d'orienter l'attention vers l'hémichamp contralatéral, c'est-à-dire que l'hémisphère gauche oriente l'attention à droite et l'hémisphère droit oriente l'attention à gauche, et à gauche uniquement. En cas de lésion cérébrale, l'hémisphère lésé n'est plus capable d'inhiber l'hémisphère sain, qui va accaparer toutes les ressources attentionnelles et orienter de manière très privilégiée l'attention vers l'hémichamp dont il a la gestion. Pour continuer sur l'analogie des deux équipes qui tirent à la corde, on imagine que l'hémisphère sain, c'est une équipe en bonne santé, l'hémisphère lésé, c'est une équipe qui a les jambes cassées. Donc dans le modèle de Kinsbourg, on est plutôt dans l'idée d'un trouble de l'inhibition entre les structures cérébrales et d'hyperattentivité vers l'hémichamp sain, plutôt qu'un trouble d'hypoattentivité dans l'hémichamp négligé, comme dans le modèle de Hellman. Attends. Là, t'essaies de nous embrouiller. Je suis désolé, mais dans le modèle de Kinsbourg, je ne vois aucune raison qu'il y ait plus d'héminégligences gauche que d'héminégligences droite. Oui, c'est vrai, ce modèle-là n'explique absolument pas cette dissociation qu'on observe en clinique. Ah, bah tu vois, c'est bien ce que je disais. Il n'y a pas besoin de compliquer les choses. Tu as déjà un modèle qui explique la clinique. T'as pas besoin de rajouter un autre modèle qui l'explique moins bien. Tu as raison, sauf qu'en 2001, l'équipe italienne d'Olivieri et de ses collaborateurs a réalisé une petite expérience. Pour cette expérience, les chercheurs ont utilisé un dispositif de RTMS avec des patients héminégligents. La RTMS, c'est la stimulation magnétique transcrânienne. C'est une technique, je ne vais pas entrer dans les détails, mais qui permet à l'aide de champs magnétiques d'activer ou de désactiver à volonté des structures cérébrales et donc de créer des lésions virtuelles. Je précise également que cette technique est sans danger. Les lésions virtuelles qu'on va provoquer sont totalement réversibles et ne vont pas laisser de séquelles. Bref, dans cette expérience, on a des patients héminégligents gauche suite à une lésion cérébrale droite, chez qui on va induire une lésion virtuelle de l'hémisphère sain. Et après avoir virtuellement lésé, avoir désactivé l'hémisphère cérébral gauche, on observe un phénomène tout à fait surprenant, une diminution, voire une disparition de l'héminégligence. Attends, j'ai pas compris ce qu'ils ont fait et pourquoi c'est bizarre. Prenons une analogie. Imaginons que vous ayez la jambe gauche de cassée. A priori, vous n'êtes pas capable de marcher ni de courir. Et si je vous casse l'autre jambe, vous ne marcherez pas mieux et vous ne courrez pas mieux. Dans l'expérience d'Olivieri, les patients qui ont la jambe cassée, on leur casse l'autre jambe et tout d'un coup, ils se mettent à être capables de marcher et de courir. Ouais, t'as raison, hein. Ils marchent pas mieux. C'est fou. Les résultats de l'expérience d'Olivieri sont parfaitement expliqués par le modèle de Kinsbourg, mais ils entrent en contradiction avec le modèle d'Hellman. Ouais, bon, d'accord, c'est vrai que là, ça commence à devenir assez compliqué. Bon, mais en tout cas, moi, pour l'instant, je trouve que l'héminégligence, c'est quand même un problème d'attention avant tout. Ben, c'est comme ça qu'on la considère en général, mais il y a pas mal d'éléments qui laissent supposer qu'on n'est pas face à un réel problème d'attention. Et pour illustrer ce point, je vais parler maintenant d'une expérience un peu plus récente qui a été menée par l'équipe de Grabowska et qui a été publiée en 2011 dans la revue Neuropsychologia. Dans cette expérience, on va présenter à des patients héminégligents des stimuli dans l'hémichamp gauche et dans l'hémichamp droit qui peuvent être soit neutres, soit connotés émotionnellement. Or, ce qu'on observe, c'est que les patients héminégligents détectent plus efficacement les stimuli émotionnels que les stimuli neutres. Alors qu'a priori, si on est face à un problème purement attentif, purement attentionnel, il devrait être inattentif aux deux. Une des explications possibles de ce phénomène, c'est qu'en fait, l'héminégligence n'est pas un problème d'attention, mais peut-être un problème d'accès d'une information à la conscience. Ah oui, donc tu veux dire que les patients héminégligents gèrent l'information de l'hémichamp négligé, mais n'en ont pas conscience.
C'est ça, et ce qui pourrait un petit peu renforcer cette interprétation, c'est que l'héminégligence est très souvent associée à une anosognosie, c'est-à-dire une non-conscience des troubles. Les patients héminégligents n'ont pas conscience de ne pas répondre, ne pas réagir aux informations venant de l'hémichamp négligé. Ouais, bah moi je m'en sors plus là-dedans. L'héminégligence, c'est un problème d'attention, d'accès à la conscience. Qu'est-ce que tu vas encore trouver comme chose bizarre? Bah justement, je ne peux pas parler d'héminégligence sans raconter une petite anecdote, la description de certaines dissociations dans l'héminégligence. Ces dissociations ont été décrites pour la première fois aux États-Unis par l'équipe d'Alligan. Alligan emmène des patients cérébrolésés, a priori pas héminégligents, à une fête foraine et plus précisément à un stand de tir. Oui, parce qu'aux États-Unis, quand vous avez une lésion cérébrale, on vous donne une arme. I'm Donald Trump and I approve this message. Bref, il constate alors que ces patients, a priori pas héminégligents, ont tendance à tirer systématiquement à droite de la cible. Et la déviation des capacités de viser vers la droite, c'est un signe d'héminégligence gauche. Intrigué par ce phénomène, il va l'explorer un peu plus avant et il va se rendre compte que ces patients sont en fait héminégligents, mais uniquement pour ce qui concerne l'espace qui se trouve à plus d'1,50 m. D'ailleurs, la même équipe constatera que d'autres patients présentent la dissociation inverse, c'est-à-dire qu'ils sont négligents uniquement pour les éléments qui sont à moins d'1,52 m et ne le sont plus pour les éléments qui sont à plus d'1,50 m. La description de ces dissociations sera publiée en 1991 dans le magazine Nature. En effet, c'est grâce à ces dissociations, c'est grâce à la description de ces cas cliniques qu'on a réellement pris conscience que pour le cerveau, l'espace, c'est pas un tout unique. Alors on savait déjà qu'il y avait un hémi-espace droit et un hémi-espace gauche, mais on s'est rendu compte qu'il y avait également un espace proche et un espace lointain. D'ailleurs, des recherches ultérieures décriront même un troisième espace qui est l'espace personnel. Alors, ça paraît un peu abstrait comme ça, mais imaginez bien que dans la vie quotidienne, un patient qui est héminégligent uniquement pour ce qui se passe à plus d'1,50 m de lui, ça ne va pas forcément se voir sur un petit ordinateur, ça ne va pas se voir quand il est sur une feuille de papier, mais ça va très très bien se voir quand il conduit. Ok, là c'est trop pour moi, je me barre. Attends, t'en vas pas, tu trouvais ça simple l'héminégligence? Une dernière dissociation pour la route? En 1987, l'équipe de Lavadas a décrit des formes d'héminégligence selon les coordonnées spatiales des patients, à savoir les coordonnées rétiniennes ou les coordonnées gravitationnelles. M'en fous, je suis parti! Oui, parce qu'en neurosciences, on n'est pas très malin. On évalue les patients assis, debout, enfin un minimum verticalisé. Lavadas, lui, il se demande qu'est-ce qui se passe si je les couche sur la gauche ou sur la droite. En gros, Lavadas a décrit des cas d'héminégligence qui variaient selon la position des gens. C'est-à-dire, quand les gens sont couchés sur leur droite, s'ils sont héminégligents de leur hémichamp gauche dans les coordonnées rétiniennes, ils devraient négliger ce qui se passe en hauteur, à leur gauche. Et quand ils sont couchés sur leur gauche, ils devraient négliger ce qui se passe vers le bas, à leur gauche. Or, Lavadas va décrire des patients qui vont négliger soit ce qui se passe en direction de leurs pieds, soit ce qui se passe en direction de leur tête. Et donc, ces patients négligent l'hémi-espace gauche par rapport à la verticalité, par rapport à des coordonnées gravitationnelles, et non pas des coordonnées rétiniennes. Ce qui veut dire que si on veut évaluer à peu près correctement des patients héminégligents, il faut les évaluer debout, assis, couchés sur la gauche, couchés sur la droite, évaluer l'hémi-espace gauche, l'hémi-espace droit, l'hémi-espace proche, l'hémi-espace lointain. Bon, en pratique, c'est pas possible, évidemment, ça demanderait énormément de temps, énormément de moyens logistiques, et il y aurait d'autres effets neuropsychologiques, d'apprentissage, entre autres des outils d'évaluation, qui poseraient un problème. Alors je vais m'arrêter là pour tout ce qui concerne la description de l'héminégligence, mais il faut être bien conscient que j'ai à peine effleuré ce phénomène. Je n'ai pas parlé d'héminégligence égocentrée ni allocentrée, endogène ni exogène, sensorielle ni motrice par exemple. Mais comment expliquer
que l'héminégligence, un trouble pourtant avec une définition si simple, a une symptomatologie aussi riche et surtout aussi dissociée. Eh bien, une des explications possibles serait que nous mettons arbitrairement sous le terme héminégligence, en fait, énormément de manifestations neuropsychologiques, et que nous ne sommes pas encore capables de les distinguer efficacement parce que nous ne sommes pas encore capables d'évaluer correctement nos patients. Parmi les arguments qu'on peut utiliser et qui vont d'après moi plutôt dans le sens de cette idée, c'est déjà la prévalence de cette pathologie qui est extrêmement variable selon les études. Selon les études, on va de 13 à 82% des patients. Un deuxième argument serait l'énorme diversité, l'énorme hétérogénéité des lésions cérébrales pouvant donner une héminégligence. On va les observer dans les lésions à la fois frontales, pariétales, temporales, occipitales, corticales ou bien sous-corticales, concernant même la substance blanche. Donc, à mon avis, il est très probable qu'une telle hétérogénéité de lésions ou de dysfonctionnements peuvent provoquer en fait des symptômes très divers, mais qui se ressemblent sur certains points et qu'on appelle héminégligence. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, alors j'espère qu'elle vous a intéressé. Elle avait un peu deux objectifs, donc le premier c'était de présenter l'héminégligence qu'on décrit souvent de manière extrêmement sommaire. Les patients ne font pas attention à ce qui se passe à leur gauche. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, beaucoup plus fin que ça, et il est important de les évaluer de manière très approfondie. Le deuxième objectif de la vidéo, c'est également de souligner un point très important. Notre cerveau ne fonctionne pas de manière intuitive, et notre cerveau n'est pas fait pour analyser son propre fonctionnement. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, un petit pouce en bas si elle vous a déplu, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la partager, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.